Alors, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier Madame Edélie, présidente de l'association dyspraxie.lu, qui est à l'origine de cette conférence et qui m'a très chaleureusement invitée. Je remercie également Monsieur Schildknecht, concepteur d'offres de formation au ministère de l'Éducation nationale du Grand-Duché du Luxembourg et qui a rendu cette conférence possible. Alors, moi, je me présente, je suis Géraldine Lotti, je suis professeure des écoles depuis plus de 20 ans en France. Je m'intéresse depuis une dizaine d'années au numérique à l'école et plus particulièrement au numérique au service des élèves porteurs de troubles 10. Alors, avant de commencer cette conférence, eh bien, je vous propose de répondre à un petit quiz sur de 5 questions assez rapides sur lesquelles nous pourrons revenir évidemment à la fin de cette conférence. Eh bien, voici maintenant pour cette conférence le plan que je vais dérouler. Après une courte introduction, eh bien, je commencerai par expliquer pourquoi et quand il est nécessaire d'adapter. En effet, bien comprendre pourquoi adapter et quand, eh bien, c'est un prérequis à la mise en œuvre d'une adaptation adéquate. Ensuite, évidemment, une large part sera faite aux exemples concrets. J'en ai choisi 4, copier, donc c'est-à-dire plutôt écrire, compter, tracer et mémoriser. Puis, je développerai la problématique liée à l'évaluation des élèves à qui on apporte des adaptations ou des compensations. Et puis, je terminerai par une conclusion qui abordera les difficultés et les bénéfices de telles adaptations avant de vous laisser la parole pour un temps de questions. Alors, évidemment, depuis de nombreuses années, tous les systèmes éducatifs ont la volonté de mieux répondre aux besoins spécifiques des élèves porteurs de troubles 10. Cela implique une obligation pour les enseignants de proposer une pédagogie inclusive qui elle-même implique de pouvoir mettre en place des adaptations, des compensations adaptées. Contrairement au mot précédemment utilisé au terme d'intégration, qui supposait que l'élève devait s'adapter à l'école, eh bien, le terme d'inclusion, lui, implique que l'école doit s'adapter aux besoins de l'élève. Cela s'impose donc à tous les enseignants. Or, bien souvent, les enseignants se sentent démunis. La volonté est là, bien évidemment, mais on ne sait pas toujours comment faire concrètement. Et j'entends souvent des enseignants me dire « oui, mais je ne suis pas enseignant spécialisé ». Mais en effet, il n'y a pas besoin d'être enseignant spécialisé pour proposer des adaptations. C'est plutôt un état d'esprit. Il n'en reste pas moins qu'il faut tout de même avoir quelques connaissances. C'est l'objet de cette conférence aujourd'hui. Alors, tout d'abord, eh bien, qu'est-ce qu'adapter? Les élèves porteurs de troubles 10 ont besoin d'adaptation et non pas de renforcement pédagogique. Dans le renforcement pédagogique, il s'agit de proposer plus d'explications, plus d'entraînement, plus longtemps. Par exemple, si je porte des lunettes, eh bien, personne n'imaginerait me proposer en échange de mes lunettes plus de temps pour effectuer une tâche ou plus d'entraînement ou plus d'explications pour y voir mieux. Une fois équipée de mes lunettes, évidemment, je suis aussi performante que quiconque. Et est-ce que quelqu'un aurait l'idée de me dire à ce moment-là, oui, mais quand même, il faudrait bien que tu y vois correctement sans tes lunettes? C'est un état de fait. Mes lunettes me sont indispensables pour travailler à chaque fois que j'ai besoin d'y voir correctement. Donc, j'utilise mes lunettes.
Eh bien, pour un enfant, par exemple, dysgraphique, si on prend cet exemple-là, eh bien, pourquoi lui proposer du renforcement indéfiniment, à savoir s'entraîner à écrire encore et encore? Il peut tout à fait être équipé d'un clavier et à ce moment-là, être aussi performant que les autres. Donc, pourquoi entendrait-on, oui, mais quand même, il faudrait bien qu'il puisse écrire aussi à la main, comme tout le monde? Eh bien, là encore, c'est un état de fait. Le clavier, lui, est indispensable pour apprendre à égalité avec ses pairs et le clavier va lever le handicap, car en effet, nous parlons bien de handicap à ce niveau-là et nous y reviendrons un peu plus loin dans la conférence. Il ne s'agit pas non plus, quand on propose des adaptations, de baisser le niveau des exigences. En effet, tous ces élèves porteurs de troubles 10 ont une intelligence tout à fait équivalente à celle de leurs camarades de classe et peuvent et doivent accéder aux mêmes apprentissages. Il n'est donc pas question de leur proposer des activités différentes qui viseraient un niveau inférieur. Adapter, c'est, comme certains élèves le disent eux-mêmes, c'est faire pareil mais autrement. Il s'agit de lever les obstacles engendrés par leurs troubles afin de permettre l'apprentissage cible. Donc l'apprentissage est le même, avec les mêmes activités, mais proposées par des moyens différents. Alors, pour comprendre pourquoi les adaptations sont nécessaires, eh bien, il faut d'abord comprendre et bien connaître ce qu'est une situation de double tâche. C'est une situation dans laquelle se retrouvent en permanence les élèves porteurs de troubles 10. Cette situation de double tâche fait en effet écho à certains sous-systèmes qui dysfonctionnent et perturbe la réalisation finale de la tâche. La sous-tâche qui sollicite le 10 est effectuée avec un coût cognitif disproportionné, perturbant la tâche principale, la tâche cible de l'apprentissage. Alors, pour être un petit peu plus explicite, eh bien, il faut comprendre que la réalisation d'une tâche scolaire demande à l'élève de mobiliser ses ressources attentionnelles. La réussite de la tâche dépend de cette capacité à mobiliser ses ressources. Prenons l'exemple d'une tâche difficile, comme un nouvel apprentissage par exemple. Elle nécessite donc beaucoup de ressources attentionnelles et si les réserves attentionnelles de l'élève sont satisfaisantes, alors la tâche est réussie. Si maintenant il s'agit d'une tâche plus complexe, qui comprend une tâche principale et une sous-tâche, comme c'est souvent le cas en classe, eh bien, notre cerveau n'est pas équipé pour mener de front simultanément deux choses en même temps, deux tâches importantes en même temps. Pour que la tâche principale soit réussie, il faut que la seconde soit automatisée, donc qu'elle consomme très peu de ressources attentionnelles. À ce moment-là, la tâche, la double tâche est réussie, la principale comme la sous-tâche. En situation de double tâche, eh bien, la sous-tâche n'est pas automatisée et consomme une ressource attentionnelle considérable, comparable à la tâche principale. Et à ce moment-là, les deux tâches sont échouées. Pour être plus concret, voici un exemple. En production d'écrit, en cas d'un élève dysgraphique par exemple. La tâche principale va être de construire un texte correctement organisé, structuré et orthographié. La sous-tâche, c'est évidemment de former les lettres. Si le geste graphique de cet élève n'est pas automatisé, il est alors extrêmement coûteux en ressources cognitives et consomme énormément de ressources attentionnelles.
à ce moment-là, l'élève ne dispose plus assez de ressources attentionnelles pour construire son texte et qui plus est, faire attention à l'orthographe. Dans ce cas, on peut le libérer de la tâche graphique en lui proposant d'écrire au clavier, de dicter à un tiers ou bien de dicter à une dictée vocale. Et à ce moment-là, la tâche principale va pouvoir être réalisée. Donc, si on résume, la tâche principale, qui est de construire le texte, peut être réussie. Il a les compétences pour réaliser cette tâche si on le libère de la sous-tâche qui dysfonctionne, la tâche graphique. Alors, un autre aspect pour bien comprendre pourquoi il faut adapter, eh bien, réside dans la compréhension de l'impact des troubles 10 sur les apprentissages. En effet, parce que les élèves porteurs de troubles 10 se trouvent régulièrement en situation de double tâche, la non-automatisation des sous-tâches engendre une grande lenteur et une grande fatigabilité. C'est-à-dire que l'élève peut mobiliser toutes ses ressources pour mener de front la tâche principale et la sous-tâche, mais sur une toute petite période de temps. Ensuite, son réservoir attentionnel est totalement vidé et on observe que la tâche se dégrade au fur et à mesure qu'elle est réalisée. Il faut donc se méfier de ce qu'on a tendance parfois à dire un peu trop facilement. « Oh oui, mais cet élève, quand il veut, il peut. » Oui, mais en fait, pour un élève dysgraphique, par exemple, il peut tout à fait produire une belle écriture sur quelques lignes, mais au prix d'efforts absolument démesurés et souvent au détriment de l'objectif cible de la tâche. C'est donc un leurre de se dire qu'il peut réellement produire une belle écriture. Et malgré ses efforts, son travail, sa bonne volonté, sa compréhension des concepts, eh bien, l'élève porteur de trouble 10 ne va pas obtenir des résultats à la hauteur de ses espérances. Et cela entraîne rapidement du découragement, une baisse de l'estime de soi, qui peut mener évidemment à long terme à un échec scolaire et surtout un échec scolaire injustifié puisque l'élève est en mesure de réaliser de nombreuses tâches. Cet échec scolaire, il est souvent mal identifié parce qu'il n'est pas souvent visible sur une seule année scolaire. Il va se constituer et augmenter lentement mais sûrement au fil des années. Et surtout, même si l'on voit des progrès, eh bien, l'écart avec les attendus va également augmenter au cours des années. D'où la nécessité de proposer des adaptations à ces élèves pour leur donner les moyens de réussir à la hauteur de leurs capacités. Alors, maintenant, on peut aussi s'interroger sur quand adapter. Et pour cela, eh bien, nous avons un outil intéressant à notre disposition qui est l'observation. Nous sommes des enseignants, nous ne sommes donc pas des médecins, nous n'allons pas être en mesure de réaliser des diagnostics, bien évidemment. Et nous avons souvent dans nos classes des élèves en grande difficulté, qu'ils aient des diagnostics ou qu'ils n'en aient pas. Pour des raisons X ou Y, certains élèves n'ont pas passé de bilan et n'ont pas de diagnostic. Cependant, nous observons tous les jours nos élèves et nous savons tous les jours ce qui les gêne, ce qui représente des obstacles pour eux. C'est en partant de ces observations que l'on peut proposer des adaptations efficaces. Et une des clés d'observation réside dans la connaissance des capacités cognitives sollicitées dans la tâche que l'on propose. En résumé, on peut donc tout à fait dire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre d'avoir un diagnostic pour proposer des adaptations et agir. Par ailleurs, pour bien comprendre quand est-ce qu'il faut adapter, eh bien,
il faut distinguer les difficultés du handicap. En effet, les difficultés scolaires peuvent souvent être relevées par du renforcement pédagogique, c'est-à-dire toujours plus d'explications, plus d'entraînement, plus longtemps. Le handicap, lui, résulte d'un trouble durable. Et il ne faut donc pas confondre non plus le trouble et le handicap. Quand on a proposé du renforcement pédagogique, évidemment, on observe un progrès. Le handicap, lui, résulte donc d'un trouble durable. Ce trouble est intrinsèque, physiologique, constitutionnel. Et le handicap, lui, relève et dépend de l'environnement. Par exemple, toujours si on reprend l'exemple d'un enfant dysgraphique, eh bien, cet enfant dysgraphique n'est pas en situation de handicap lorsqu'il joue au football. Il est en situation de handicap lorsqu'il doit écrire. Et s'il possède un clavier, à ce moment-là, eh bien, on lève ce handicap. On propose une adaptation qui lève le handicap et qui permet la réussite scolaire. Toujours pour bien mesurer quand sont nécessaires les adaptations, eh bien, la réponse se trouve dans l'observation aussi des progrès de l'élève. On sait que malgré tous ces efforts et ces réels progrès, eh bien, ces progrès-là sont toujours trop lents au regard des attendus des élèves de son âge, de sa classe, et ne lui permettent pas de répondre aux exigences scolaires qui progressent toujours plus vite que lui. Si on observe cette courbe qui compare les progrès d'un enfant porteur de trouble 10 avec un élève typique, eh bien on voit en effet qu'il progresse, mais l'écart à la norme, l'écart aux attendus, finalement se creuse au fil des années. Donc c'est un bon indicateur pour dire cet élève nécessite des adaptations. Alors, à partir de quand exactement? Eh bien, souvent, on peut commencer à mettre en place des adaptations pour lire ou pour écrire dès la 3e primaire. En effet, à partir de cette classe, bien sûr qu'on continue à apprendre à lire et à écrire, mais surtout, on lit et on écrit pour apprendre. Si la lecture ou l'écriture ne sont pas fonctionnelles, à partir de la 3e primaire, eh bien, on pénalise les apprentissages. Et ne pas adapter entraîne alors un retard qui peut ensuite entraîner un échec. Donc, adapter dès que besoin, ne pas attendre des situations d'échec, de blocage, de retard dans les acquisitions. Ça, c'est vraiment important pour que justement l'élève garde toute la confiance et l'estime de lui. Une fois résolu le pourquoi et le quand adapter, eh bien, la question centrale est maintenant de savoir comment adapter. Pour mieux y répondre, eh bien, voici une démarche en 3 temps. D'abord, une analyse de la tâche scolaire et des capacités cognitives qu'elle requiert, c'est-à-dire la mise à jour des sous-tâches, souvent masquées, qu'elle requiert. Puis, dans un deuxième temps, une mise en lien de cette analyse avec les objectifs pédagogiques et les observations faites en classe par l'enseignant. C'est cette seconde étape qui donne lieu à des propositions d'aide ciblées. Et dans un troisième temps, eh bien, on peut alors choisir les outils efficaces parmi tous ceux qui sont disponibles. C'est avec cette démarche que je vais vous présenter plusieurs exemples. Donc, un exemple sur la copie qui, contrairement à qu'on croit pas souvent une tâche simple, c'est une tâche fréquente, mais pas si simple que ça, au regard de la multiplicité des sous-tâches masquées derrière cette activité. Notamment, évidemment, il faut des capacités en lecture, bien sûr. Il faut également mobiliser son attention et avoir des capacités en neurovision également. Il faut mobiliser
des capacités d'organisation spatiale, de mémoire de travail et finalement, évidemment, des capacités en graphisme. Il est donc important que l'enseignant, qui lui n'a pas à faire toute cette analyse, connaisse cependant les sous-tâches et surtout puisse faire un lien avec les observations qu'il fait en classe. Donc, première démarche, on a mis en lumière les sous-tâches, les fonctions cognitives sollicitées. Deuxième étape, eh bien, au regard des objectifs pédagogiques, on regarde des adaptations possibles. Ici, il s'agit donc de copier un exercice pour réaliser un exercice d'étude de la langue, comme de la conjugaison ou de l'orthographe. L'enseignant observe que son élève, par exemple, présente une écriture extrêmement lente, mal automatisée, qui entrave la réalisation de l'exercice dont l'objectif est finalement tout autre que l'écriture. Dans ce cas, une aide à apporter peut consister à limiter la quantité d'écrits. En effet, en s'affranchissant de la sous-tâche de copie de l'exercice, eh bien, on permet à l'élève de mobiliser toutes ses ressources attentionnelles pour réfléchir à l'objectif qui est la véritable cible de l'apprentissage. On fait en sorte que l'élève ne soit pas en double tâche. Plusieurs outils sont disponibles pour réaliser cette adaptation, comme le cartable fantastique, Notability ou la Digitech. C'est donc la troisième étape de notre démarche, choisir les outils. Voici ici un exemple d'exercice classique de lexique. La consigne commence par recopie chaque expression en remplaçant le verbe dire par le synonyme qui convient. On peut, pour alléger la tâche écrite, on peut évidemment tout simplement autoriser l'élève à n'écrire que la réponse. Par exemple, petit a, dire la solution à l'oreille de son voisin. On peut autoriser l'élève à n'écrire que petit a, chuchoter. Cependant, en tant qu'enseignant, on préfère souvent que l'élève ait toute les phrases complètes sous les yeux, notamment pour permettre à l'élève de se corriger, de vérifier son travail et de le corriger si nécessaire. Donc, on peut, là, à ce moment-là, utiliser des outils. Un premier outil qui sont les cahiers du cartable fantastique. Vous voyez ici exactement le même exercice que celui du livre qui a été adapté dans les cahiers du cartable fantastique. Donc, je lance la vidéo, vous allez voir le petit curseur est tout petit, mais vous allez vite voir que l'élève, en fait, va cliquer sur les étiquettes pour les déplacer et répondre à l'exercice. Vous voyez le petit curseur qui bouge, voilà, l'enfant lit la première phrase, il choisit en bas la réponse et ensuite clique pour dire, voilà, je veux mettre cette étiquette à tel endroit. Il s'aperçoit ici qu'il s'est trompé, donc vous voyez que le traitement de l'erreur est extrêmement simple pour l'enfant. Pas besoin de gommer, de chercher son effaceur, de rater, de réécrire, de raturer, de perdre beaucoup de temps. Le traitement de l'erreur est très simple et très rapide et toutes les ressources cognitives de l'enfant sont mobilisées sur la recherche du meilleur synonyme pour répondre à chaque phrase. Voilà, donc premier exemple dans le cartable fantastique. Deuxième exemple, pardon, avant le deuxième exemple, donc cette plateforme du cartable fantastique est gratuite. Elle s'utilise sur ordinateur, en ligne ou hors connexion. On peut aussi charger les exercices adaptés sur une clé. L'enseignant crée son espace, un compte, et prépare en amont les exercices, les adapte, en choisissant différentes façons. Là, c'était des étiquettes à déplacer. Vous verrez aussi qu'il y a d'autres façons d'adapter les exercices. Et puis ensuite, il y a la possibilité d'imprimer son travail pour garder une trace dans le cahier ou dans le classeur de l'élève.
Un deuxième outil pour adapter le même exercice, c'est l'application Notability. Alors, voilà un exemple. Je vous laisse écouter. Recopie chaque expression en remplaçant le verbe de dire par le synonyme qui convient. Raconter, réciter, chuchoter, annoncer, confier, déclamer. Voilà, donc déjà, on s'aperçoit qu'avec cette application, il y a un avantage très intéressant, c'est que l'élève peut se faire lire la consigne, le texte de l'exercice, un mot difficile qu'il n'arrive pas à déchiffrer et gagne évidemment en autonomie. Ensuite, vous voyez qu'il utilise un petit outil qui sert à découper, copier et coller pour recréer l'exercice et des étiquettes à déplacer, un petit peu comme avec le cartable fantastique. Donc là, il va découper chaque mot pour le placer correctement dans la bonne phrase. Là, encore une fois, on voit que le traitement de l'erreur est très simple. Ah bah voilà, il s'aperçoit que c'est pas au bon endroit. Donc finalement, hop, il suffit juste de le déplacer. Encore une fois, pas de perte de temps, tout reste propre et bien lisible. Voilà. Et ainsi de suite. Cela demande un tout petit peu d'apprentissage à l'élève, évidemment, pour apprendre à se servir de cette application, des petits outils qui sont disponibles, comme en effet ici le ciseau pour découper. Et puis, vous allez voir aussi dans la vidéo qui suit, il a aussi des crayons pour surligner, pour entourer, pour colorier. Il peut également écrire du texte en tapant au clavier. Une application extrêmement utile qui est tout simplement une application de prise de notes. Donc là, on s'aperçoit par exemple que les deux premières phrases ont été inversées. On va plutôt dire confier un secret et chuchoter la solution. Donc là encore, lorsque l'élève va écouter la correction, eh bien, il va pouvoir corriger très rapidement, être beaucoup plus efficace dans sa correction et donc dans l'apprentissage avec cet outil-là. Cet outil donc, est payant. Notability, c'est une application payante pour la somme de, je crois, 11 €, il me semble. Elle s'utilise sur tablette hors connexion une fois qu'elle est chargée. Elle nécessite parfois d'être couplée à un scanner OCR avec reconnaissance de caractère. Je vais vous montrer un exemple juste après. Elle a l'avantage de permettre vraiment une très grande autonomie à l'élève qui peut se faire lire les consignes si il présente des difficultés dans ce domaine en plus de l'écriture. Et peu de préparation en amont, voire pas du tout, puisque vous allez voir dans l'exemple suivant que l'élève peut directement scanner lui-même l'exercice. De plus, cette application contient un petit gestionnaire de fichiers qui permet d'archiver avec des onglets, comme dans un classeur, tous les travaux des élèves, de l'élève, comme dans un cahier ou dans un classeur. Donc ici, voilà la même application, cette fois couplée à Prismo. Donc là, vous allez voir que l'élève va directement photographier, prendre en photo l'exercice dans son livre, dans son manuel, le même exercice que les copains. Après un petit apprentissage de la mise en page, vous voyez, il faut un petit recadrage, la gestion de paramètres pour permettre une bonne reconnaissance de caractère lorsque ça va être scanné. Voilà. Donc, vous voyez que cet enfant, il s'en sert depuis 1 mois et demi. Il maîtrise déjà très bien cette application.
Il va ensuite donner le nom à son document pour ensuite l'envoyer dans l'application Notability. Et dans cette application Notability, il va pouvoir faire cet exercice. Ici, il s'agit d'un exercice de grammaire qui vise à repérer les verbes d'état et l'attribut du sujet, après avoir reconstitué des phrases à l'aide d'étiquettes. Donc là, pas besoin de recopier tout. Il copie-colle des étiquettes, puis ensuite, à l'aide des petits crayons, il va mettre le code couleur qui est réservé au verbe d'état, à l'attribut du sujet dans les exercices de la classe. On voit également que le grand avantage, c'est je ne cherche pas mon stylo rouge pendant 2 heures, je ne dis pas j'ai perdu maîtresse, je ne trouve pas mon stylo rouge, je l'ai perdu, je ne l'ai plus, qui veut m'en prêter un, il ne marche pas. Donc, on gagne énormément de temps pour ces enfants qui sont souvent parasités aussi par beaucoup de choses en plus de la tâche, savoir la gestion de leur matériel. Tout est sous la main, tout marche et tout est correctement utilisé rapidement. Un dernier exemple, toujours pour alléger la tâche de l'écrit, c'est la plateforme de la Digitech. Alors, elle est disponible pour les enseignants français. Peut-être qu'au Luxembourg, vous disposez d'une plateforme similaire. En tout cas, je souhaitais quand même vous la présenter parce qu'elle présente un intérêt certain. Donc, de la même façon, là, l'enseignant a préparé en amont l'exercice avec des étiquettes, vous voyez, à copier-coller. Cet exercice sur les homophones grammaticaux. L'élève va donc mobiliser toutes ses ressources sur la notion à apprendre et non pas sur l'écriture qui représenterait une double tâche. Ici, vous voyez, ensuite, il clique surtout sur « Valider ». Voilà. Et une fois qu'il a validé, eh bien, la plateforme lui donne automatiquement une autocorrection, lui montre ce qu'il a bien réussi et lui montre là où il s'est trompé avec la réponse qu'il aurait dû donner. Ce temps-là est vraiment capital. On connaît à quel point le retour, le feedback rapide et immédiat est bénéfique pour les apprentissages et la mémorisation. Alors, cette plateforme de la Digitech, elle est gratuite. Elle est disponible sur ordinateur ou sur tablette avec une application en ligne. Elle nécessite donc de créer un compte enseignant et un compte élève et de préparer en amont évidemment l'exercice. Et l'énorme avantage qu'elle a, c'est qu'elle propose une autocorrection. Elle propose également dans le compte enseignant et élève un archivage de tous les exercices qui ont été réalisés avec leur pourcentage de réussite. Un autre exemple ici, un peu différent, pour vous montrer qu'il y a différents types possibles d'adaptation avec ces plateformes. Là, c'est un exemple avec la Digitech, mais le même exercice est adaptable sur le cartable fantastique, avec des champs à compléter au clavier, comme ici, pour une évaluation de conjugaison. Donc la même que les autres enfants de la classe, que cet élève va être heureux de réaliser dans les mêmes temps que les autres. Parce que ce que je souhaite ajouter sur tous ces exercices adaptés avec des supports numériques, c'est qu'en plus de favoriser la réussite de l'élève, puisqu'on lève la double tâche et qu'on lui permet de mobiliser toutes ses ressources sur l'apprentissage cible, eh bien c'est de permettre à ces enfants de travailler aussi rapidement que les camarades. Et ça, c'est une source de grand bonheur pour eux d'avoir fini en même temps que tout le monde le travail à faire. Et puis, évidemment, pour lui, c'est un grand bénéfice de pouvoir également avoir la même quantité d'entraînement que les autres, parce que souvent, ces enfants lents, eh bien, c'est un petit peu la double peine. Non seulement ils ont des difficultés, mais en plus, comme ils sont plus lents, eh bien, ils bénéficient souvent de moins d'entraînement puisqu'ils n'ont pas le temps de faire tout ce qui leur est proposé. Donc, voilà pour les exemples
autour de l'écriture. Maintenant, regardons un exemple sur calculer. On reprend notre démarche en 3 temps avec le premier temps qui est l'analyse des fonctions cognitives sollicitées. Parmi les nombreuses fonctions cognitives sollicitées pour le calcul, nous pouvons ici en prendre 3 en exemple. La mémoire à long terme, absolument nécessaire pour la mémorisation des faits numériques. Le traitement visio-spatial, nécessaire à la nécessité d'aligner les chiffres dans les opérations, de positionner correctement les retenues ou les colonnes des dizaines, des centaines à la bonne place. Ou encore la mémoire de travail, absolument nécessaire lorsqu'il s'agit de calculs à étapes dont il faut garder les étapes en mémoire. Une fois que l'on a vu les fonctions cognitives sollicitées, eh bien, on peut regarder maintenant en fonction les aides possibles en fonction des objectifs pédagogiques. L'objectif ici, par exemple, poser et calculer une multiplication du type 257 multiplié par 48. Eh bien, l'enseignant peut, par exemple, observer que son élève a de grandes difficultés, malgré les entraînements, les apprentissages renouvelés, a de grandes difficultés à mémoriser les tables de multiplication. Une aide toute simple va constituer à lui fournir les tables d'addition ou de multiplication collées sur sa table ou à la fin de son cahier, de façon à ce qu'il lui soit tout le temps disponible. Cela n'empêche pas évidemment de continuer l'apprentissage des tables de multiplication par ailleurs, mais il est important de dissocier ces deux apprentissages, l'apprentissage de la technique opératoire de celle des tables de multiplication, afin de, encore une fois, de ne pas mettre l'élève en situation de double tâche. Autre exemple, on peut observer aussi que l'élève a des difficultés à organiser spatialement ses calculs. À ce moment-là, on va lui proposer une aide à la structuration spatiale et les outils disponibles sont par exemple des outils, des gabarits du cartable fantastique ou bien des rubans Word ou LibreOffice à télécharger pour créer ces gabarits, ou bien encore une application sur tablette qui s'appelle ModMath. Alors maintenant, justement, des exemples d'outils. Ici, un exemple de gabarit à imprimer directement sur le site du cartable fantastique ou que l'on peut créer soi-même grâce au ruban Word et LibreOffice, dont je vais vous montrer un exemple juste après, à télécharger. Alors je sais qu'au Luxembourg, la disposition des opérations n'est pas faite comme en France, hein, donc vous pouvez créer vos propres gabarits, évidemment, qui correspondent à vos dispositions spatiales. Ceux du cartable fantastique ont l'avantage aussi d'avoir le code couleur. Ici, donc sur le cartable fantastique, vous voyez qu'on est dans un document Word dans lequel on a inséré, téléchargé le ruban spécifique qui ajoute notamment un onglet mathématiques. Donc voici en vidéo, donc voilà comment poser l'opération. Donc hop, on choisit poser une multiplication, on écrit la multiplication à faire et ensuite, eh bien, Word va générer tout seul le gabarit. Soit voilà, on va l'imprimer, soit l'élève va directement le compléter au clavier. On peut également générer des gabarits vierges. Voilà, donc pareil, soit l'enseignant lui-même a téléchargé ce ruban et va imprimer les gabarits pour son élève, soit l'élève dispose d'un ordinateur et à ce moment-là, il va lui-même générer avec ce ruban les gabarits dont il a besoin pour poser les opérations. Donc ce ruban est gratuit, il
s'utilise sur ordinateur, et bien hors connexion une fois qu'on l'a téléchargé. Il s'installe sur Word ou sur LibreOffice. Il nécessite soit une préparation en amont de l'enseignant si on veut l'imprimer pour un élève, soit permet à l'élève de travailler en autonomie sur son ordinateur. Il peut ensuite évidemment imprimer. Un autre outil d'aide à la structuration spatiale, c'est ModMat, une application sur tablette qui permet d'aligner correctement dans les cases, voilà, les chiffres les uns en dessous des autres. L'avantage aussi de toutes ces applications sur tablette, vous le voyez, c'est que l'élève peut zoomer pour plus de confort visuel si ça lui est nécessaire. Donc, dans cette application, il n'y a pas les couleurs des cases que l'on peut trouver dans les gabarits du cartable fantastique, mais on peut quand même, par exemple, barrer là, les retenues au fur et à mesure que l'on avance. Évidemment, ici, encore une fois, le traitement de l'erreur est extrêmement simple. On peut à tout moment effacer ou revenir en arrière rapidement. Alors là, par exemple, vous voyez que cet élève, il a oublié de laisser une ligne au-dessus de son addition pour pouvoir mettre les retenues de son addition, mais il pourra facilement revenir en arrière et corriger. Alors cette application, elle est gratuite, elle s'installe sur tablette, elle s'utilise hors connexion, elle permet à l'élève de travailler en autonomie et ensuite une impression est possible pour garder une trace dans son cahier ou dans son classeur. Toujours dans les exemples pour calculer, eh bien, on peut également observer que l'élève a un problème de mémoire de travail. Alors, la mémoire de travail, comment on observe que notre élève a un problème de mémoire de travail? Eh bien, notamment lorsqu'on observe qu'un enfant est performant en calcul posé, mais qu'il se retrouve en échec important lorsqu'il s'agit de faire du calcul mental. À ce moment-là, c'est une bonne observation, c'est un bon indicateur pour nous dire que sa mémoire de travail est très vite surchargée, puisque en calcul mental, on a besoin de garder les étapes en mémoire pour pouvoir trouver un résultat final. Donc, si l'on prend l'exemple donné ici de trouver le complément à 100 de 37, eh bien, on peut tout simplement proposer un support visuel, tout simple comme celui-là, que l'on imprime et qui va permettre à l'élève de décrire au fur et à mesure ses étapes. Par exemple, de 37, je vais d'abord jusqu'à la dizaine suivante. C'est la dizaine suivante, c'est 40. Je vais écrire 40. Donc, je décharge ma mémoire de travail. Puis de 37 jusqu'à 40, combien il faut? Il faut 3. Je vais écrire 3 dans la première bulle. Puis je reviens au 40. Heureusement, je l'ai écrit. Sinon, il aurait fallu que je le garde dans ma mémoire de travail. Si ma mémoire de travail n'est pas performante, le 40 a disparu. Donc, 40, je dois aller jusqu'à 100. Ah oui, donc là, je sais qu'il faut 60. Je vais écrire 60 dans la deuxième bulle. Là, j'ai retenu grâce au support écrit que j'avais déjà compté 3 pour le premier pas. Si je n'ai pas ce support, ma mémoire de travail n'a pas gardé le 3 en mémoire et je suis en échec. Donc, j'ai maintenant sous les yeux le 3 et le 60 et je peux répondre qu'il faut 63 pour compléter à 100. Voilà un deuxième exemple. Et les exemples pour calculer. On peut maintenant passer à un troisième exemple qui concerne la géométrie et notamment le tracé de figures géométriques. Donc, toujours dans une première étape, dans un premier temps, on essaye d'identifier les fonctions cognitives sollicitées par la tâche. Ici, parmi toutes celles sollicitées dans la réalisation de figures géométriques, on peut prendre par exemple la motricité fine et les praxies, qui sont la gestion des gestes, ainsi que les traitements visio-spatiaux, qui sont évidemment utiles, c'est-à-dire l'organisation spatiale.
donc ces deux difficultés-là peuvent être observées en classe et cela oriente évidemment le choix des aides que l'on va proposer. Donc, si on regarde maintenant en fonction des objectifs pédagogiques poursuivis, par exemple ici, tracer une figure plane ou bien, on va voir dans le deuxième exemple, construire des patrons et des solides, eh bien, l'enseignant peut observer que son élève présente des difficultés pour placer et orienter ses instruments, ou bien présente des difficultés de motricité fine lorsqu'il va falloir couper un patron, le plier, le coller, ou se repérer dans l'espace. Eh bien, en s'affranchissant de la manipulation des instruments, eh bien, on va permettre l'apprentissage des concepts géométriques. Plusieurs outils sont disponibles pour réaliser cette adaptation, comme GeoGebra, Cabri Express ou GeometryPad. Si on peut donc maintenant regarder les outils disponibles pour réaliser par exemple cet outil, cet exercice classique de géométrie, de construction géométrique. Petit a trace le cercle de centre O et de rayon 45 mm, trace le diamètre AB de ce cercle, puis trace une droite perpendiculaire à AB et qui passe par O, place les points C et D à l'intersection de ce cercle, et puis enfin trace le quadrilatère ABCD. Donc un des outils possibles, eh bien GeoGebra, qui permet de s'affranchir de la manipulation d'instruments, mais qui permet de travailler évidemment les concepts. Alors là, l'élève va d'abord placer un point. Il va ensuite le renommer O puisque l'on veut tracer un cercle de centre O. Voilà. Puis il utilise l'outil de tracé de cercle pour tracer le cercle de centre O et de rayon 45 cm. Donc on travaille bien la notion de ce qui est nécessaire pour tracer un cercle, connaître le centre, connaître le rayon. L'élève va ensuite placer le diamètre et donc là aussi on travaille la notion de diamètre qui doit bien passer par le centre. On voit que là l'élève va bien corriger pour que son diamètre passe correctement par le centre. Puis il va choisir l'outil de tracé perpendiculaire et va sélectionner le point O par lequel doit passer la perpendiculaire et le segment qui doit être perpendiculaire. Puis, il va bien travailler la notion d'intersection en plaçant les points C et D et enfin, tracer le quadrilatère demandé. Donc là, tous les concepts que l'on souhaite faire apprendre à l'élève sont travaillés sans manipulation. On peut, donc cet outil GeoGebra est gratuit. Il s'utilise sur ordinateur ou sur tablette hors connexion. Et ensuite, on peut, par capture d'écran, eh bien, imprimer pour garder une trace du travail de l'élève. Un autre exemple, toujours en géométrie, de construction, cette fois dans l'espace d'un travail sur les patrons de solides. Donc, dans un premier temps, cet exercice demande de tracer le patron avec une règle et puis des gabarits d'angle. Puis, dans une deuxième étape, la consigne dit de découper et de construire le solide. Cette deuxième étape, en plus de la première du tracé, peut aussi représenter, notamment pour des élèves dyspraxiques, une grande difficulté de manipulation du ciseau, du pliage, du collage. L'application Cabri Express eh bien, permet de s'affranchir de cette difficulté. Alors, elle permet d'abord de tracer le patron en 2 dimensions, avec un peu plus complexe que GeoGebra, mais c'est faisable. Et ensuite, vous voyez, on peut tout de suite passer à une vision en 3 dimensions du patron. Et surtout, on va utiliser l'outil patron pour passer du patron plat au patron que l'on va pouvoir plier et coller
exactement comme on le ferait avec des ciseaux et du papier. Donc là, un avantage très intéressant pour les enfants qui ont des difficultés praxiques, et puis qui peuvent là également vérifier, comme leurs camarades, au moment où ils vont fermer leur solide, ils vont vérifier si les mesures justement sont les bonnes, si chaque face a la bonne taille pour refermer le solide. Est-ce que voilà, la face est trop petite, trop courte, trop longue, et à ce moment-là, voilà, il a aussi une correction possible de son travail, exactement comme le feraient les camarades avec leur papier et leurs ciseaux. Donc, plus une vision en 3 dimensions. Voilà, il peut regarder sous tous les angles son solide. Donc, cette application présente donc un avantage très intéressant. Elle est gratuite et elle s'utilise en ligne sur ordinateur ou sur tablette. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les exemples de géométrie. Je vais donc passer maintenant à notre dernier exemple qui concerne la mémorisation. J'ai choisi cet exemple parce que finalement, on est parfois aussi en difficulté à proposer des aides dans ce domaine qui est pourtant fondamental sur le plan de la réussite scolaire. L'analyse de la tâche de mémorisation permet de mettre en évidence l'importance de fonctions observables en classe, et en particulier l'attention et la motivation, qui sont très importantes pour la mémorisation à long terme. Donc, deuxième temps de notre démarche, on regarde les aides possibles en fonction des objectifs pédagogiques. L'enseignant peut observer, par exemple, que son élève ne retient pas correctement sur du long terme, sur plusieurs jours. Une aide à ce moment-là que l'on peut apporter peut être d'organiser des révisions sous forme de quiz, de les organiser dans le temps, à intervalles réguliers et bien pensés. On peut aussi proposer de brèves révisions qui réactivent donc les savoirs et permettent surtout un feedback immédiat. Je reviens sur cette idée-là, que c'est évidemment, d'un point de vue des apprentissages, quelque chose d'extrêmement pertinent de proposer un feedback immédiat. Dans ce but, les applications Plickers et Kahoot sont des outils très intéressants. Et en outre, ils peuvent évidemment servir à l'ensemble de la classe, bien évidemment. Alors, les outils maintenant disponibles, donc Plickers ici, c'est un outil qui permet de réaliser des quiz à choix multiples avec 4 réponses maximum A, B, C, D. Les élèves, eux, répondent avec des cartes QR code que l'enseignant va scanner avec sa tablette ou son téléphone. La réponse s'affiche ensuite aussi pour avoir le feedback immédiat. Et à la fin du quiz, les élèves et l'enseignant peuvent retrouver leurs résultats dans des tableaux récapitulatifs. Donc voilà, l'enseignant comme l'élève voit son score, et puis l'enseignant voit les questions massivement réussies ou massivement échouées sur lesquelles il faudra peut-être reprendre certains points. Cet outil présente plusieurs intérêts de taille en termes de mémorisation. Il permet une très grande motivation chez les élèves, une grande implication, comparé à, vous savez, on fait régulièrement en début de cours des petites questions de rappel, et puis les élèves répondent à main levée. On sait très bien que dans ces cas-là, c'est un peu toujours les mêmes élèves qui répondent. Plusieurs attendent que ça passe et ne se sentent pas impliqués. Ensuite, ils n'écoutent pas non plus forcément la réponse aux questions. Alors que là, avec cet outil-là,
il y a une très grande motivation, c'est presque sous forme du jeu qui veut gagner des millions, hein. Réponse A, réponse B, c'est votre dernier mot. Donc là, on rentre dans une grande motivation qui va impliquer l'élève de façon très active. Ça permet évidemment une réactivation régulière des connaissances et puis avec un feedback immédiat dont on connaît l'efficacité sur la mémorisation à long terme. De nouveau, j'insiste là-dessus. Sur le plan matériel, eh bien, cette application est gratuite. Elle nécessite de disposer de 2 appareils numériques. Un appareil numérique pour projeter les questions, donc un ordinateur, une tablette et un projecteur, et un autre appareil pour scanner, donc un appareil plutôt mobile comme un téléphone ou une tablette pour scanner les réponses des élèves. Elle s'utilise évidemment donc en ligne. L'enseignant crée son compte et prépare les quiz en amont. Il a la possibilité donc de rentrer la liste de ses élèves pour attribuer une carte QR code qui est propre à chaque élève et qu'il va ensuite imprimer. Et sur chaque carte QR code, en fait, eh bien, chaque côté du carré correspond à la réponse A, B, C ou D. Et donc, l'élève, tout simplement, oriente sa carte en plaçant la lettre qu'il souhaite répondre vers le haut. L'application Kahoot, eh bien, est exactement sur le même principe, mais les élèves répondent, eux, sur tablette. Donc, ils cliquent tout simplement sur A, B, C ou D. Donc, ils répondent sur tablette ou sur téléphone mobile. Évidemment, ça s'adresse du coup beaucoup moins aux élèves d'école primaire qui sont rarement équipés de téléphone en classe ou d'une tablette individuelle. Voilà, donc ça s'adresse plus au secondaire. Voilà pour les outils pour l'aide à la mémorisation, des exemples d'outils. On peut passer maintenant donc à une dernière partie qui est comment évaluer les élèves à qui l'on propose des adaptations ou des outils tout au cours de leurs apprentissages. Hein. La question qui se pose évidemment est souvent de savoir quelle est la part qui revient aux adaptations et la part qui revient à l'élève lui-même. Eh bien, on peut reprendre de nouveau l'exemple du port des lunettes. Est-ce qu'il nous viendrait à l'idée de demander à un élève qui porte des lunettes de les enlever lors des évaluations, prétextant que, bon, il faudrait bien quand même qu'il montre ce qu'il sait faire sans ses lunettes? En fait, non, personne ne lui poserait cette question. Eh bien, en fait, dans le même esprit, eh bien, on laissera donc à l'élève tous les outils et les adaptations qu'il utilise au quotidien pour son évaluation ou son examen. Hein. Le problème, du coup, se pose alors de bien identifier ce qu'on évalue. La clé réside dans l'identification de toutes les compétences évaluées dans l'activité. Et il convient d'évaluer toutes ces compétences séparément, indépendamment les unes des autres. Voire même, certaines compétences pourront bénéficier de dispenses si eh bien, certaines compétences ne sont pas accessibles à l'élève du fait de son trouble 10. Par exemple, pour un élève dyspraxique visio-spatial, dont le trouble limite considérablement l'acquisition du repérage spatial, même avec l'aide d'outils comme GeoGebra, eh bien, on pourra le dispenser de l'évaluation de géométrie. Autre exemple, un élève très fortement dysorthographique, eh bien, pourra être dispensé de dictée. Bien évidemment, on tiendra compte de l'âge de l'élève pour ces dispenses. La dispense n'intervient pas de la même façon si l'élève est en 2e primaire ou en 6e primaire. Hein. Tous ces aménagements ou dispenses, eh bien, elles peuvent être mentionnées sur l'évaluation, sur le livret, hein, mais au moins chaque compétence sera évaluée à sa juste valeur. Alors, on va prendre des exemples concrets hein, d'évaluation dissociée. Premier exemple, l'évaluation de la compréhension de lecture d'un texte littéraire. Les compétences évaluées, eh bien, c'est
d'abord déchiffrer le texte pour y accéder et puis comprendre du langage écrit. L'élève dyslexique, lui, ne dispose pas d'un déchiffrage automatisé et donc il va être très gêné pour la compréhension. Donc, afin de ne pas mettre l'élève en situation de double tâche, eh bien, on va pouvoir évaluer séparément le déchiffrage, voire peut-être de dispenser de cette évaluation du déchiffrage. Et on va lui donner un texte en audio, soit un texte qui a été enregistré, lu, soit lu par l'enseignant, par un camarade ou une AVS, une auxiliaire d'aide scolaire, soit lu par la synthèse vocale s'il dispose de cet outil, comme on le fera au quotidien en classe. Autre exemple, s'il s'agit d'une évaluation de rédaction d'un texte littéraire. Les compétences évaluées sont de produire un texte construit et correctement orthographié. Mais pour un élève dysorthographique, eh bien, les règles d'orthographe ne sont pas automatisées et donc cela va le mettre en situation de double tâche au moment où il va vouloir construire son texte. On va donc évaluer l'orthographe séparément, voire dispenser l'élève de l'évaluation de l'orthographe si son trouble est trop fort. On va lui proposer donc de dicter son texte à un tiers ou bien une dictée vocale, comme on le fera en classe au quotidien. Et s'il s'agit d'un élève dysgraphique dont le geste graphique n'est pas automatisé, eh bien, la rédaction d'un texte peut le met en situation de double tâche. On va donc souvent le dispenser de l'évaluation du geste graphique et on va lui permettre d'écrire son texte au clavier ou bien de le dicter. Alors, la question qui se pose souvent, lorsque l'on utilise l'oral pour évaluer de la compréhension de l'écrit ou de la production d'écrit, c'est est-ce qu'on évalue bien du langage écrit? La réponse est oui, bien sûr. Bien sûr qu'on évalue du langage écrit. Parce que lorsque l'enfant va écouter le texte lu, il va écouter la syntaxe, le lexique, la structure, l'utilisation du passé simple qui sont spécifiques au langage écrit. De même, lorsque l'enfant va dicter son texte, il va utiliser une syntaxe, un lexique, une structure, le temps du passé simple qui sont spécifiques à l'écrit pour produire son texte. Et en effet, s'il ne le fait pas, on dira, bah oui, mais là, il ne maîtrise pas bien encore les codes de l'écrit. De la même façon qu'un enfant, d'ailleurs, qui aurait écrit à la main, on lui dira la même chose si il écrit à la main un texte qui commence « il va très bien aujourd'hui ». On lui dira « ça, tu as beau l'écrire à la main, ce n'est pas du langage écrit ». Donc finalement, ce qui fait qu'on évalue du langage écrit, c'est bien les spécificités du langage et non pas le mode de transmission du langage. Autre exemple, un exemple en anglais, par exemple, apprendre les jours et évaluer les jours de la semaine en anglais. Les compétences évaluées, c'est connaître les jours de la semaine et savoir les écrire. Souvent, on en demande que les enfants sachent écrire aussi les mots qu'ils apprennent en anglais. Eh bien, un élève dysorthographique, lui qui a appris ces mots, eh bien, il sait les prononcer, mais les écrit péniblement en utilisant les correspondances graphophonologiques du français qu'il maîtrise déjà pas bien. Tous les mots vont être du coup erronés. Là, si on met une note globale, c'est sûr que cette note sera mauvaise. Si par contre on dissocie les deux compétences, savoir les mots et savoir écrire les mots, eh bien il pourra obtenir une bonne note dans la connaissance des mots. Et il restera motivé pour continuer d'apprendre l'anglais. Par contre, si à chaque fois, c'est sa dysorthographie qui est notée, eh bien, il sait que malgré tous ses efforts et son travail, il sera toujours pénalisé et sera découragé rapidement. Donc, on peut évaluer du coup l'élève à l'oral, juste connaître dans la connaissance des mots, mais on sait aussi que c'est parfois contraignant, donc on peut proposer une évaluation écrite, mais dans ce cas, on va pouvoir mettre deux notes séparées à l'écrit,
une note qui lui permet de noter sa connaissance des mots, et puis une note pour l'orthographe, voire pas de note pour l'orthographe si on le dispense de cette compétence, si son trouble est trop fort. Voilà pour les exemples d'évaluation, et on arrive donc maintenant à la conclusion. On a donc vu qu'en ciblant au mieux les aides pertinentes en fonction des besoins de l'élève et des objectifs pédagogiques, eh bien, on rétablit un peu l'égalité des chances avec les élèves au développement typique. On facilite l'inclusion scolaire de tous ces élèves porteurs de troubles 10 qui sont intelligents, motivés et capables d'apprendre, certes un peu différemment, mais tout autant que leurs pairs. Cependant, les outils dont je vous ai parlé aujourd'hui ne font pas tout. Il s'agit avant tout aussi d'un état d'esprit qui doit permettre une pérennité de ces aides tout au long de la scolarité, d'une année sur l'autre, du primaire au secondaire. En outre, il faut aussi évaluer régulièrement l'efficacité de ces aides. Il faut mesurer le gain en vitesse, en rapidité, en fatigabilité, en performance par rapport aux attendus. Si tout ça n'est pas au rendez-vous, pareil, le gain en autonomie, si tout ça n'est pas au rendez-vous, eh bien à ce moment-là, il faut peut-être réévaluer la pertinence des aides proposées, peut-être en proposer d'autres, et puis surtout voir si l'enfant, lui aussi, maîtrise bien les outils qui lui sont proposés. Pour terminer, je souhaite ne pas éluder les difficultés à mettre en œuvre ces adaptations et compensations. Elles sont multiples. D'abord, un travail de communication avec l'élève est primordial parce qu'il est souvent lui-même à l'origine de blocage de ces adaptations. Il ne se sent pas légitime à recevoir ces aides, soit parce qu'il ne veut pas se sentir différent, soit parce qu'il trouve que on lui donne ça tellement il est nul et que ça dit bien à quel point il est nul et donc du coup ça lui est terrible de recevoir ces aides, soit tout simplement parce que par rapport aux autres, il va se sentir en situation de dire mais oui, mais moi je triche, on me donne ça, c'est plus facile. Non, hein, c'est absolument pas plus facile d'apprendre à dicter, c'est absolument pas plus facile d'apprendre à se servir, à écouter un texte lu. Ce sont des compétences tout à fait légitimes et complémentaires qu'il apprend en plus. Donc c'est difficile pour lui d'accepter que toutes ces aides ne sont pas pour juste simplifier la vie ou être plus simple pour lui, non. Donc il y a tout un travail à faire en amont avec l'enfant lui-même pour qu'il accepte bien ces aides, mais aussi avec évidemment la famille et la classe entière pour que toutes ces adaptations soient acceptées de tous. La question évidemment de l'évaluation reste souvent problématique, mais on en a parlé et ces problèmes peuvent être facilement levés si on connaît bien les sous-tâches dont on doit s'affranchir. Enfin, pour être efficace, eh bien, les outils proposés doivent être préalablement bien maîtrisés par l'enfant, hein. Les applications, l'ordinateur, c'est important de ne pas ajouter une difficulté supplémentaire et donc ça nécessite souvent un apprentissage en amont avec des professionnels ou un apprentissage en classe dès qu'il y a un premier début d'autonomie. En outre, le matériel numérique à disposition dans les classes est très variable d'un endroit à l'autre, d'une école à l'autre. Donc, ça peut rester également un obstacle majeur. Pourtant, en dépit de ces difficultés, il faut souligner les bénéfices prouvés par de nombreuses études de telles applications. En termes de réussite scolaire, en termes de motivation et d'estime de soi, et surtout en termes d'autonomie dans sa scolarité, bien évidemment, mais aussi dans son futur. Voilà,
Alors, je terminerai par ces deux petites illustrations qui résument assez bien l'état d'esprit des adaptations. La première, avec trois petits amis qui souhaitent manger des glaces, mais évidemment, au regard de la physiologie du petit crocodile qui a les bras un petit peu trop courts pour son museau, eh bien, son ami lui a apporté une perche à selfie qui lui permettra de manger sa glace comme les autres. Et puis la deuxième, qui symbolise bien aussi une petite image d'un jour une actu, qui souligne bien aussi comment les adaptations permettent de contourner le trouble 10 pour que chacun puisse poursuivre son parcours à égalité avec les autres. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je peux ajouter que je suis aussi la co-auteure du livre 10, outils et adaptation dans ma classe, paru chez Retz et coécrit en collaboration avec le docteur Michel Mazot, qui est spécialiste des troubles des apprentissages. Ce livre détaille toutes les capacités cognitives justement sollicitées par les différentes tâches scolaires comme lire, écrire, compter, tracer, mémoriser. Et les tableaux de cette présentation eh bien, sont issus de ce livre qui présente également de nombreux autres outils d'adaptation que je n'ai pas eu le temps de développer évidemment aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Et puis maintenant, nous allons pouvoir revenir sur le petit quiz et je me ferai un plaisir de répondre aussi à vos questions.